Masechet Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Lamed Bet. Nous commençons Daf Lamed Aleph, Amud Bet, 4 lignes avant la fin de la page. Toujours dans les halachot mezouza, Amar Rabbi Chelbo nous rapporte, nous enseigne Chazina Lele Ravuna, j'ai vu que Ravuna, de Karich la Mechat Klape Shema, il enroulait la mezouza une fois qu'elle était écrite, avant de la poser, il l'a pliée, il l'enroulait, Mechat Klape Shema, c'est-à-dire du dernier mot de la première ligne, Echad, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, vers le Shema, c'est-à-dire de la fin vers le début. Mais aussi, Veose Parashiyotav Setuma, Parashiyotav Stumot, dépend de la Girsa du Shita Mekubetset. Il faisait aussi la parasha de Shema, puisque nous avons dans la Mezouza deux parashiot. Une parasha qui est Shema Israël jusqu'à Uvish Arecha, et l'autre Ve'ayim Shamoa, jusqu'à la fin de la Mezouza qui met à Shamaim al Haaretz. Chaque morceau est appelé une parasha. Comme nous allons le voir par la suite, il y a des parashiot Tumot et des parashiot Ptuchot. Nous avons l'habitude d'appeler parasha dans la parasha de la semaine. C'est parasha de Bereshit, Noach, Lech Lecha, Shemot, Vaïra ou d'autres parashiot. Et nous avons la parasha Vaïtranan, où se trouve le Shema Israël, et la parashat Ekev, où se trouve Vayaim Shamoa. Mais en vérité, dans la Shon des Chachamim, le terme de parasha n'est pas comme nous aujourd'hui, nous avons fixé les parashiot, Shit Shemot, Lech Lecha, etc. Mais parasha, c'est une partie des quelques psukim qui peut être donc un paragraphe, non pas un perek non plus, mais un sujet. Et comme c'est marqué dans le Chumash, dans les Rashim, qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah en parashiot afin de marquer un arrêt après chaque sujet pour être midbonen, réfléchir à ce que nous avons lu et ce que nous avons appris. Dans le Sefer Torah, on remarquera qu'il y a des espaces vides entre les parashiot. Et dans le Chumash, lorsqu'on suit la parasha de la semaine, on remarquera aussi qu'il y a, après quelques psukim, un P ou un Samar. Que signifie ce P et ce Samar? Le P, c'est pour nous dire que cette parasha est Ptucha. Et le Samar, pour nous dire que la parasha est Stuma. Quelle est la différence entre une parasha Ptucha ouverte et la parasha Stuma fermée? Tout dépend de l'espace, combien il y a d'espace entre une parasha et une autre. C'est vrai qu'il y a toute une machloket rishonim, à savoir comment on fait une parasha ptucha, comment une parasha stuma. Il y a d'ailleurs une machloket entre le Rambam et le Rosh, on les possède comme le Rambam, mais parfois nous avons un problème, on ne peut pas arranger toutes les parashiotes d'après et le Rambam et le Rosh. Donc ce que l'on fait, c'est que on suit la chita du Rambam. Le vrai problème se pose à propos des tfilin. Dans les tfilin, on ne peut pas fixer les parashiotes Mrot et Stumot d'après et le Rambam et le Rosh. Et c'est donc pour cela que nos tfilin suivent la chita du Rambam. Mais d'autres acharonim comme le Taz ont voulu une sorte de pshara, de compromis, et d'arriver à faire une paracha qui est à la fois pour le Rambam et pour le Rosh. Mais ce chidouche du Taz a été aussi contredit par d'autres acharonim, les maaseh, le minag des Sfaradim, et de suivre l'opinion du Rambam dans les tfilin, alors que les Ashkenazim ont l'habitude de suivre la chita du Taz, qui, d'après d'autres acharonim, poserait peut-être un problème supplémentaire si la chita du Taz est acceptée, puisqu'il y a toujours un espace normal de 9 lettres, et le Taz veut moins de 9 lettres à la fin de la ligne précédente et moins de 9 lettres au début, mais associer 4 lettres ici, l'équivalent à un espace vide de 4 lettres et de 5 lettres, c'est un chidouche qui n'a pas été accepté par tous les poskim. Donc la chita du Taz qui est un chidouche, puisqu'il faut avoir 9 lettres, s'il n'y a pas 9 lettres d'écart
soit Ptucha ou Stuma, la paracha avec Nin sont Psulim. Donc le Taz, qui est un chidouche d'associer 4 et 5, peut au contraire rendre les Tfilim Psulim. Mais c'est le chidouche du Taz, c'est l'habitude des Ashkenazim. Les Chassidim suivent aussi l'opinion du Rambam comme les Sfaradim. C'est en vérité le seul problème, entre guillemets, pourrait poser pour un Séfarade de mettre les Tfilim écrits comme les Ashkenazim, c'est-à-dire si ça a été écrit comme la Shita du Taz. Quelle est la Shita du Rambam concernant une paracha Ptucha? Le Rambam considère que la paracha Ptucha, donc Ptucha, on va dire à la fin de cette paracha, comment on termine? Quel est l'espace avec la paracha qui suit? Une Ptucha, dit le Rambam, si on termine au milieu de la ligne et qu'il y a jusqu'à la fin de la ligne de quoi écrire 9 lettres, on laissera cet espace vide et on commencera à la ligne qui suit. C'est une paracha Ptucha, ouverte. Mais lorsque on a fini à la fin de la ligne, comment va-t-on faire pour que la paracha soit Ptucha? Eh bien, on va sauter une ligne et on commencera au début de la ligne précédente. C'est aussi appelé une paracha Ptucha. Une paracha Stuma, d'après le Rambam, c'est si on écrit au début de la ligne, on laisse un espace de 9 lettres et on continue à écrire la paracha suivante dans la même ligne. Ça, c'est une paracha qui est Stuma. Pourquoi? Puisqu'on ne commence pas une ligne plus loin, on est dans la même ligne. Ou encore, si on a commencé par, on a écrit une partie de cette ligne-là, on laissera l'équivalent de 9 lignes jusqu'à la fin de la ligne, mais on ne commencera pas juste au début de la ligne, puisque sinon c'est une Ptucha, on laissera encore un petit espace et on commencera au milieu de la ligne. Ça, c'est aussi une paracha Stuma d'après le Rambam. Ce que Rabbi Chelbo nous enseigne, nous n'allons pas rentrer dans la Shita du Rosh, il y a aussi un Tosfot ici, un Benutam. On regarde la Shita du Rambam qui est retenue lorsqu'on ne peut pas faire comme le Rosh et le Rambam, on fait comme le Rambam, qui est retenu la Halacha. Rabbi Chelbo vient témoigner ici que Ravuna faisait la paracha Stuma, c'est-à-dire que la paracha Ve'aya im Shamoa était donc une paracha Stuma. Donc comme nous l'avons vu, on ne pouvait pas commencer au début de la ligne puisqu'elle doit être Stuma. Métivé. La Gemara vient objecter. Amar Rabbi Shimon ben Lazar, Rabbi Meir aya kodva la dorsustus, kemin daf. Rabbi Meir écrivait la mezouza sur un dorsustus. Que signifie le dorsustus? La peau d'une bête qui va servir de klaf a en vérité 3 noms. Klaf, gvil et dorsustus. Ça, nous allons le voir aussi par la suite dans la Gemara. Une peau qui n'est pas divisée en deux. Moi, c'était l'habitude de diviser la peau en deux. La peau qui n'est pas divisée en deux, on enlève les poils de la bête d'un côté. De l'autre côté, on prépare la peau, la tanne, on l'arrange. C'est appelé gvil. C'est le parchemin appelé gvil. Mais on avait l'habitude de diviser, de couper la peau dans l'épaisseur en deux. Il y avait donc 2 parties. Une partie qui était proche de l'extérieur, donc des poils de la bête, et l'autre partie qui est proche de la chair de la bête. La partie extérieure est appelée klaf, la partie intérieure est appelée dorsustus. Lorsque on écrit sur le klaf, on n'écrit pas sur la partie extérieure de ce parchemin, là où il y avait des poils qu'on a notés, qu'on a coupés, mais du côté qui était le plus proche de la chair. Ça, c'est, comme nous le verrons par la suite, klaf bimkom bassa. Rabbi Shimon ben Lazar vient témoigner ici que Rabbi Meir écrivait la meza sur dorsustus, c'est-à-dire sur la partie de la peau intérieure qui était proche de la peau. Kemin daf, il écrivait comme un daf. Que signifie kemin daf? C'est-à-dire comme une page qui est longue et courte. C'est ainsi que Rashi explique. C'est vrai que Rashi, pour dorsustus, explique. Non, longue et étroite. Longue et étroite. Non. Donc Rashi nous explique que mindaf, c'est-à-dire comme une page qui est
longue et étroite. C'est vrai que sur Rachid Dursustou, c'est marqué klaf chez l'oniklaf, mais il faudra dire chez uniklaf, comme dit le Shita Mekubet. Ve'oseh revach milema'ala ve'revach lemata, il faisait revach, un espace en haut et un espace en bas. Ve'oseh parashiotea ptuchot, mais l'espace qui se trouvait entre la première paracha et la deuxième était un espace appelé ptucha, ouvert. Donc c'est une contradiction puisque Rabbi Chalbo nous rapporte que Rav Huna faisait un espace qui est appelé stuma, fermé. Hamartilo, et dit Rabbi Shimon Lazar, je posais la question à Rabbi Meir, Rabbi, maître Mata'am, pour quelle raison tu fais les parachiotes, l'écart, l'espace entre la paracha de Shema, qui se termine par Uvish Arecha, et Vayayim Shamua, pourquoi pas toi? Hamarli m'a répondu, oui, ven smuchot min Torah, parce qu'elles ne sont pas smuchot, elles ne sont pas marquées, ces deux parachiotes, l'une à côté de l'autre. Rashi explique la question, c'est que dans la Torah, ces parachiotes sont stumot, c'est-à-dire l'espace après Uvish Arecha et Satum. C'est donc un espace au milieu de la ligne. On termine au début de la ligne, on laisse l'équivalent de 9 lettres et on continue, on poursuit sur la même ligne. Ça c'est un espace qui est stuma, c'est ainsi que les Sifrei Torah sont écrits. Donc Rabbi Shimon ben Lazar demande à Rabbi Meir pourquoi ta mezouza, elle est ptura, et il a répondu, étant donné que nous avons ici deux parachiotes qui ne sont pas dans la Torah marquées une à côté de l'autre, puisque l'une c'est dans Parashat Vaïtran, l'autre dans Parashat Vaïekev. C'est pour cela que on va les faire dans la mezouza ptucha. Mais c'est vrai que dans le Sefer Torah, à la fin de Visharecha, c'est Satum. Ve'amar Rav Hananel, amar Rav alachak Rabbi Shimon ben Lazar. Rav Hananel dit au nom de Rav que l'achak comme Rabbi Shimon ben Lazar. Donc si c'est ainsi, nous allons avoir une question sur Rav Huna. Maïlav n'est-ce pas à ptuchot, que lorsqu'on a dit que l'achak comme Rabbi Shimon ben Lazar, c'est sur le din de ptucha. Donc la mezouza doit être ptucha. Pourquoi Rav Huna la faisait stuma? Et la Gemara répond lo. Sur quoi on a dit que l'achak comme Rabbi Shimon ben Lazar a revar, sur l'espace. Sur le revar, milema la revar, et kama revar. Combien de revar, combien il fallait laisser d'espace, de marge? Amarav Menashe bar Yaakov, Menashe bar Yaakov dit, Vamrela, il y aurait certains Amarav Shmuel bar Yaakov, Kemelo atva des Sifrei, comme l'équivalent du atva des Sifrei. Atva des Sifrei, Rashi explique, c'était un morceau de bois, il y avait une fente, ils vont dire au milieu, et on faisait rentrer deux pages à l'intérieur de cette vente afin que la page ne se froisse pas, ne se plie pas. Donc cet espace, combien peut rentrer donc la marge dans ce bois, ça c'est ce qu'on doit laisser dans la mezouza. Amalé Abaye Rav Yosef, Abaye dit Rav Yosef, Ve'at lotis bera, et toi, tu ne penses pas de Rav à Revar, que ce que a dit Rav que l'alchak comme Rav Shimon Lazar, c'est juste sur la marge, sur l'espace, Ve'harav, pourtant Rav, Itle Minaga. Et toi, qui as posé la question, tu ne penses pas que Rav a dit que la halakha est sur le revar? Pourtant, c'est-à-dire tu penserais que Rav a dit que la halakha est comme Rav Shimon Lazar, même sur les ptuchot, c'est-à-dire que la parasha doit être ptuchot, vers Rav itle minaga. Pourtant, Rav a le principe du minag, il tient le minag, on tient compte de ce que les gens ont l'habitude de faire, comme nous allons le voir. Et quel est le minag aujourd'hui? Vaïdna naoug alma bestumot, on a l'habitude de faire la paracha de mezouza stuma. Donc si la paracha de mezouza est stuma, donc comment tu peux dire que Rav a tranché comme Rav Shimon Lazar que la paracha doit être ptucha? On voit qu'elle est stuma, c'est le minag, et Rav accepte le principe du minag. D'où est-ce qu'on sait que Rav accepte le principe du minag de ce que les gens font? De Amar Rabba, Amar Rav Kana, Amar Rav, puisque Rabba a dit au nom de Rav Kanon de Rav, im yavo Eliyahu, ve'yomar cholsim beminal. Si Eliyahu, un Navi vient et nous dit, on peut faire cholsim, on peut faire la chalitza pour une femme qui a perdu son mari sans laisser d'enfant, s'ils ne veulent pas faire le yiboum, ils vont devoir faire la chalitza, c'est-à-dire que la chalitza c'est une chaussure, on va déchausser le yabam. Donc si Eliyahu Hanavi vient nous dire cholsim, on peut faire la chalitza avec minal, avec ce qu'on appelle une chaussure, shomin, on l'écoute. Mais en cholsim besandal, s'il nous dit on ne fait pas de chalitza avec sandal, ce qu'on appelle la chaussure appelée sandal, nous allons voir en shomimlo, là on ne l'écoute pas. Pourquoi shekvar nagua am besandal? Puisqu'on a l'habitude de faire la chalitza avec sandal. On n'a pas l'habitude avec minal.
On n'a pas l'habitude du contraire non plus. Donc s'il nous dit on peut faire la khalitsa, on l'écoutera. Mais s'il nous dit on ne peut pas faire avec le sandal, on ne l'écoute pas. La différence entre minal et sandal, c'est que minal, c'est une chaussure en cuir, un cuir qui est fin, et donc qui est plus tendre. Alors que sandal, c'est un cuir qui est dur et qui est plus épais. La Gemara nous rapporte aussi que Rav Yosef, Amar Rav Kana, dit au nom de Rav Yosef rapporte l'enseignement de Rav un peu différemment. Si Yohanavi vient nous dire on ne fait pas la khalitsa avec minal, on l'écoutera. Mais s'il nous dit en cholsim be sandal, en shomim lo shekvar nagouam be sandal, puisqu'on a l'habitude de faire la khalitsa avec sandal. Vamrinane, on a dit maï benayou. Quelle est la différence entre ce que Rav Kana rapporte au nom de Rav et ce que Rav Yosef, ce que Rabba, rapporte au nom de Rav Kana au nom de Rav, et entre ce que Rav Yosef rapporte au nom de Rav Kana au nom de Rav? Puisque les deux ont dit la même chose, que si Yohanavi vient nous dire en cholsim be sandal, on ne l'écoute pas. L'enquête, c'est est-ce que Rav a dit si Yohanavi vient nous dire on fait la khalitsa avec minal, on l'écoute, ou s'il vient nous dire on ne fait pas la khalitsa avec minal, on l'écoute. Alors quelle est la différence si on explique ainsi, de cette manière ou de l'autre manière? La Gemara répond minal lechatchila ika benayou. La différence c'est est-ce que minal on utilise cette chaussure en cuir, une peau fine qui est plus tendre, est-ce qu'on utilise lechatchila? D'après celui qui dit si Eliyahu Hanavi, vous avez l'explication, si Eliyahu Hanavi vient nous dire on fait la khalitsa beminal shomim lo, donc on voit que maintenant, aujourd'hui, les khatrila, on ne fait pas la khalitsa avec minal. Si Eliyahu Hanavi vient nous dire, on fera. Mais d'après celui qui nous dit, si Eliyahu Hanavi vient nous dire on ne fait pas la khalitsa beminal, on l'écoute, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on faisait la khalitsa avec minal. En tout cas, nous voyons de là que Rav tient compte du minhag. Et puisque le minhag, l'habitude est de faire les parachiotes stubot, donc on ne peut pas dire que Rav a tranché l'alacha comme Rabbi Shimon Lazar sur le din des ptuchot, une parachiote ptuchot. Elle a Lav, donc obligatoirement, shma mina, revach shma mina. Ce que Rav a dit que l'alacha est comme Rabbi Shimon Lazar, c'est sur la marge, sur l'espace vide. Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak rajoute et dit mitzvah la sotan stumot. Lui dit que c'est une mitzvah lechatrila de faire les parachiotes stumot, c'est-à-dire l'espace entre Shema et Vayem Shamoa doit être satou. Dans la mezouza, puisque on ne peut pas sur la même ligne commencer Vayem Shamoa, donc on laisse un espace après la dernière ligne, donc Shamaim ou Visharecha. Et on commence le Vayem Shamoa un peu en décalage, pas au début de la ligne. C'est ainsi qu'on l'a fait Stouma. V'yavdinan Ptucha, mais nous dire que si on l'a fait Ptucha, Shapir Dameh, c'est valable aussi. Alors, Maï Ptuchot de Kamar Shimon Lazar. Qu'est-ce que Rabbi Shimon Lazar a dit Ptuchot? C'est Af Ptuchot, c'est-à-dire même Ptuchot, mais pas seulement Ptuchot. Donc, de cette manière, on répondra aussi que même si Rav a tranché comme Rabbi Shimon ben Elazar, ça veut dire que même Ptuchot c'est caché, mais bien sûr que Stouma c'est caché, et d'ailleurs c'est le minhag. La Gemara continue, les mains messaillées, on peut peut-être apporter une preuve, c'est marqué Kayot Sebo. De même, Sefer Torah chez Balat, Filim chez Balou, un Sefer Torah qui est usé, qui s'est abîmé, Tfilim aussi qui sont usés, et aussi même Mezouza. On ne pourra pas faire du Sefer Torah ou des Tfilim une Mezouza. Les fiches en Moridim Gdusha Chamura et Gdusha Kala, puisqu'on ne peut pas faire descendre le parchemin d'une sainteté plus Chamura, plus forte, à une sainteté plus légère. C'est-à-dire que le Sefer Torah et les Tfilin, par rapport à la Mezouza, ont une plus grande Kedusha. Le Sefer Torah a une plus grande Kedusha, mais même les Tfilin ont une plus grande Kedusha, parce que les Tfilin, il y a 4 parachiotes, alors que la Mezouza, il n'y en a que 2, nous explique Rashi. Donc nous voyons pourquoi on ne peut pas, si nous avons un Sefer Torah qui s'est abîmé, ou des Tfilin qui sont abîmés, pourquoi on ne peut pas en faire une Mezouza? Parce qu'il y a une halakha, on ne peut pas descendre de Kedusha. Mais ha Moridim, nous dit la Gemara, s'il n'y avait pas ce problème de Moridim, si on acceptait Moridim de faire descendre de Kedusha, alors aussi on aurait pu faire d'un Sefer Torah des Tfilin une Mezouza. Amaï, pourquoi? Rastumot, Rapturot, n'est-ce pas que dans le Sefer Torah, la paracha est Stuma, et pour la Mezouza, on a besoin de Ptucha. Donc, c'est la preuve que ce que Rabbi Shimon Lazar nous a dit, Ptuchot, c'est Af Ptuchot. Mais bien sûr que même une Stouma est cachère pour la Mezouza. Sinon, on ne pourrait pas faire des Sefer Torah ou des Tfilin. On ne pourrait pas faire une Mezouza.
Dilma, la Gemara répond non. Il n'y a pas de preuve. Peut-être qu'en vérité, la mezouza doit être uniquement ptoura. Et que c'est vrai que dans le Sefer Torah, c'est stouma. Et on nous enseigne qu'on ne peut pas prendre du Sefer Torah pour une mezouza parce que en mouridine. Mais on déduit que si mouridine, alors on aurait pu prendre, oui, on aurait pu prendre les hashlim. C'est-à-dire, comme explique le Shita Mekubetset, dans Ot Yud Gimel, non pas de reprendre toute la mezouza du Sefer Torah, puisqu'il faut ptuchot, mais s'il manque de la mezouza une ligne, alors s'il n'y avait pas eu le din de En Moridim, on aurait pu prendre cette ligne du Sefer Torah et la coudre dans la mezouza. La Gemara continue, Ham Moridin, Osin, je veux dire que si Moridin, pourquoi on ne peut pas faire d'un Sefer Torah une mezouza? Parce qu'en Moridim, on ne descend pas de Gdusha. On ne peut pas faire de Tfilin une mezouza parce qu'on ne descend pas de Gdusha. Mais si on pouvait descendre d'une Gdusha, on aurait pu. Mais pourtant, Vatania, nous avons une braïta. Alakha le Moshe Misinaï, il y a une alakha qui a été donnée depuis Moshe Misinaï. Tfilin à la claf. Les tfilin sont écrits sur le claf. Claf, nous avons vu, c'est la peau qui est divisée en deux, la partie extérieure. Ou mezouza al dursustus, sur la partie intérieure de la peau. Claf, lorsqu'on écrit, c'est bimkom bassa. C'est-à-dire cette partie extérieure de la peau, qu'on a divisée en deux, la peau. Partie extérieure, on écrit bimkom bassar, c'est du côté intérieur, pas du côté des poils. Et dursustus, on écrit bimkom seah, c'est-à-dire du côté qui est plus proche des poils, du côté extérieur, pas du côté de la chair. Donc, si les tfilines et les mezuzot ne sont pas écrits sur le même parchemin, alors bien sûr que lorsque les tfilines sont usés, sont abîmés, on ne peut pas prendre le parchemin pour une mezouza, puisque ce n'est pas le même parchemin. La Gemara va répondre que les mitzvahs, ce qui est marqué ici, que les tfilines c'est al-klaf, et les mezuzot à dursustus, ce n'est que les mitzvahs. Mais si on a changé, c'est caché. Donc, toute la raison pourquoi on ne peut pas utiliser, on ne peut pas prendre des tfilines et en faire une mezouza, c'est seulement parce que en moridin. Mais s'il y avait le din de moridin, alors on aurait pu, et il n'y a pas de problème s'il y a écrit sur le klaf ou dursustus, b'diavad, c'est caché. Va Tania l'agma, mais continue. Mais non, c'est marqué que Shina Pasoul, que si on a changé, c'est-à-dire que si on a fait Tfilin sur dursustus ou mezouza sur un claf, c'est Pasoul. L'agma répond non, juste betfilin. C'est-à-dire betfilin, c'est sur un claf, et si tu as fait les tfilin sur dursustus, c'est Pasoul, mais la mezouza peut se faire et sur le claf et sur dursustus. Va Tania, mais pourtant l'agma demande, c'est marqué mes fourrages dans une braïta. Shina ben beze Pasoul. S'il a fait, il a un changement. Que ce soit pesé, donc tfilin ou mezouza, c'est pas soul. Il me répond non. Il dit tfilin. En vérité, ce qui est marqué ben baiser, c'est sur les tfilin. Mais, voici pourquoi c'est pas soul. C'est dans le cas de katevinu aklav bim comme se'a, vea de katevinu adursustus bim comme se'a. C'est-à-dire que la Gemara va répondre. Que signifie Shina ben baiser? Ce n'est pas que si tu as fait même la mezouza sur un claf, c'est pas sourd. C'est pour nous dire que le claf, on a vu, la partie extérieure de la peau, on écrit vers l'intérieur. Mais si tu écris vers l'extérieur, c'est là où Shina. Ou alors, dans le dursustus, on doit écrire du côté extérieur, tu écris du côté intérieur, là c'est Shina ou c'est pas sourd. Donc en vérité, il dit tfilin. Ce qui est marqué Shina ben baiser, c'est pour les tfilin. Et les tfilin, c'est pas sourd si tu as écrit sur claf bim comme se'ar, du côté des poils, ou avec edvinu dursustus bim comme bassar. Mais, si tu as écrit sur le dursustus, bimkom, c'est A, même pour les tfilin, ça serait caché, et la mezouza sur le claf aussi. Donc on répond à la question. Oui, Baïtema, je peux te dire, Shina beze ou beze tanaï, ce qui est marqué que s'il a inversé, et dans tfilin, dans mezuzot, c'est pas soul, ça c'est une marloquet tanaï, des tania. Shina beze ou beze pas soul, s'il a changé, inversé, il a écrit la mezouza sur un claf, le tfilin sur dursustus, c'est pas soul, mais Rabbi Acha marchir, et Rabbi Acha est marchir. Mishum Rabbi Acha Berab Hanina, au nom de Rabbi Acha Bar Hanina, Vamrela d'après certains Mishme de Rabbi Akiva Berab Hanina. Donc Rabbi Acha est marchir. Donc la Gemara a répondu qu'effectivement tout le problème, lorsqu'on a un Sefer Torah qui est usé, des tfilin qui sont usés, on ne peut pas faire une mezouza, c'est un problème de moridim, on ne peut pas descendre de Gdusha. Mais s'il n'y avait pas ce problème, si on aurait pu descendre de Gdusha, on aurait pu utiliser donc les tfilin ou le Sefer Torah pour une mezouza, et donc nous avons répondu, même si ce n'est pas le même parchemin, ce n'est pas grave, bediavad. La Gemara continue avec une autre question. Ha moridim osim. Si on pouvait faire descendre de Kedusha,
alors on aurait pu faire d'un Sefer Torah une mezouza, ou des tefilin une mezouza, mais pourtant va abayer sur tout. Il y a une halakha, que la mezouza doit être écrite sur des lignes. D'amar Rav Minyumi Bachilkia, Amarav Chama Bargouria, Amarav Kol mezouza Shena Mesotetet Psula, une mezouza qui n'a pas été écrite, il n'y a pas de ligne, c'est pasoul. Des mezuzot, on a vu des mezuzot qui ont été même posées dans des maisons, nous autres on voit que tout est écrit dans tous les sens, et c'est évident, le premier psoul, avant de regarder même les lettres, c'est son tchérot. Si tous les mots sont là, il n'y a pas de sirtout, c'est pasoul. La Gemara continue, Verav Menimin Bachelki Adidé, puisque la Gemara nous a apporté que Rav Minyumi Bachelki avait rapporté au nom de Rav Chama Bar Gouria que la mezouza qui n'est pas mesoté psoula. Maintenant Rav Minyumi ou Minimin Bachelki a lui-même dit que sirtout shel mezouza c'est halakha le Moshe Misinaï qu'il faut écrire, qu'il faut sur des lignes. Et donc la question de la Gemara est que comment on peut écrire, on peut utiliser les parachiotes des tefilin pour une mezouza, puisque les tefilin, il n'y a pas de digne de sirtout. Alors la Gemara répond Tanaï, c'est une marloquette Tanaï, des Tania. Rabbi Yirmi Omer Mishum Rabbeinu, Rabbi Yirmi a dit au nom de Rabbeinu que tefilin ou mezuzot mirtavot shelo min aktav. Les tefilin et mezuzot, on peut les écrire shelo min aktav même si on n'a pas de modèle sur quoi s'appuyer. Ven tzrichot sirtout, et il n'est pas nécessaire de faire des lignes. Donc nous voyons ici que d'après un mandamar, effectivement, même la mezouza, on n'est pas obligé de faire des sirtout. C'est ce mandamar qui pense, d'après lui, que les tefilin qui se sont usés, on aurait pu faire une mezouza s'il n'y avait pas le problème de Edmoriti. Vil chetal alachat tefilin lo, bae sirtout, pour les tefilin, il n'est pas nécessaire de faire des lignes, mais mezouza, bae sirtout, il faut faire des lignes. Ve'idi nirtavot shelo min aktav, aussi bien les tefilin que les mezuzot, on n'est pas obligé d'avoir un modèle de copier. Aïtama, pour quelle raison? Migras grissin, étant donné que ce sont des parachiotes que nous connaissons et on ne se trompe pas, il n'est pas nécessaire de copier d'un autre livre. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de faire des lignes sur Sefer Torah, Tfilin et Mezuzot afin de bien écrire de manière sur les lignes. Amar Rabbi Chalbo. L'Agma continue, Rabbi Chalbo nous enseigne aussi Ani Chaziti le Ravuna. J'ai vu Ravuna Daviyati Vaporia de Sefer Torah Aléa. Il était assis sur un lit où se trouvait un Sefer Torah dessus. Vechaf lechada ahara ve'anach alea Sefer Torah. Et donc, puisqu'il ne voulait pas rester assis à la même hauteur que le Sefer Torah, il a renversé une cruche sur le sol, il a posé le Sefer Torah dessus, va'adar yetiv ben mita, et ensuite il s'est assis sur le lit. Donc avant même de s'asseoir, il a vu qu'il y avait un Sefer Torah, il a retourné une cruche, il a posé le Sefer Torah, et il s'est assis sur le lit. La Gemara nous dit Upliga de Rabba Bavachana. Ravuna, qui a donc agi ainsi, qui ne voulait pas s'asseoir sur un lit où il y avait un Sefer Torah, est en marloquette avec Rabba Bachana. D'Amar Rabba Bachana, Rabbi Yochanan, Moutar de Shavel Gabe Mita, Sefer Torah Monach Alea. D'après Rabba Bachana, Rabbi Yochanan, on peut s'asseoir sur un lit où il y a un Sefer Torah dessus. Vim Narchecha Adam Lomar, et si un homme te dit à voix basse que Maaseb, Rab Lazar, Shechev à la Mita, c'était le cas de Rab Lazar qui était assis sur un lit. Veniskar Sefer Torah Monach Alea, il s'est rappelé qu'il y avait un Sefer Torah qui était posé dessus. Venishmat, Vieshav al Karka, donc il s'est tout de suite tombé du lit, il s'est assis par terre, Vedomé, Kemishegi Shonachaj, il ressemblait comme celui qui avait été mordu par un serpent. C'est-à-dire qu'il avait tellement de tristesse de s'être assis sur un lit où il y avait un Sefer Torah que lorsqu'il s'est assis par terre, c'est comme si un serpent l'avait mordu. Donc tu vois que Rab Lazar n'a pas voulu s'asseoir. Il me répond, attends, Sefer Torah al-Gabe Karkave. Là-bas, le Sefer Torah était par terre. C'est-à-dire, puisque le Sefer Torah était par terre, il y avait un bisayon particulier, une particulière négligence, donc là il a été mitztaer, donc il a posé le Sefer Torah sur le lit, et lui il s'est assis par terre. On continue encore une autre halakha concernant la mezouza. Marabuda Marshumuel Kadva Igeret Psula. Si la mezouza a été écrite Igeret, c'est-à-dire sans ligne, et qu'il n'a pas fait attention aux lettres en plus ou en moins, comme une lettre, Psula et Psula. Maïtama, pour quelle raison? Atia, on apprend Nizrashava Ktiva Misefer. C'est marqué Urtavtam al Mezuzot, pour la mezouza, et c'est marqué Vekatav la Sefer Kritout dans Gitin.
Ou dans notre pasuk, Tov Zot Zikaron Basefer. Donc de la même manière qu'un sefer, nous dit Rashi, a besoin de dikdouk, c'est-à-dire qu'on fasse attention, que ce soit écrit sur des lignes et que les mots soient donc précis, pas une lettre en plus en moins, de même pour la mezouza. Rama Rabuda Marshmoen, dit Rabuda de Noshmotloa, Bemakel Psula. Si on a posé, on a fait suspendre la mezouza à la porte de la maison sur makel, sur un bâton, elle est psula. Maïta, ma présent, bish arech abaynan. Il faut que ce soit dans la porte. On ne peut pas laisser la mezouza à côté de la porte, c'est-à-dire de l'extérieur, pas dans la porte, sur un bâton. Il faut fixer la mezouza dans la porte. Lorsqu'on la fixe avec des clous, c'est aussi dans la porte, mais elle ne peut pas être sur un bâton à côté de la porte. Tanana me'achin, nous avons aussi une maïta, tla bemakel. Si on a fait suspendre la mezouza avec un bâton, shenicha acharadelet, ou si on l'a posé derrière la porte, c'est-à-dire dans le mur derrière la porte, sakana. Et sur cette maison, il y a une sakana, elle n'est pas protégée des mazikim, puisqu'on ne l'a pas mise là où il fallait. Ve'en ba mitzvah, il n'a pas accompli la mitzvah. Chez le bet Munbaz Ameler, de la maison du roi Munbaz, ayu osim bepundekotehem, ken, ils faisaient ainsi dans leur pundak, dans leurs auberges, c'est-à-dire là où ils dormaient, et où les voyageurs dormaient, il n'y avait pas d'obligation de mezouza, puisque ce n'était pas une habitation fixe, ni d'Irachi, comme nous le verrons par la suite. Puisque la maison de Bet Munbaz, lorsqu'il partait en voyage, il s'arrêtait dans des auberges, et nous verrons qu'il y a une halakha, nous dit Rashi, qu'en Eretz Israël, dans une auberge, pendant 30 jours, on n'est pas tout de mezouza. Donc eux, lorsqu'ils partaient en voyage, ils prenaient des mezuzot et ils suspendaient la mezouza sur un bâton proche de la porte, la mezouza au-dessus. Jusqu'au matin, c'était juste zecher la mezouza, en souvenir de la mezouza. Puisqu'il n'y avait pas d'obligation, ils étaient allés de ville en ville, donc ils ne fixaient pas la mezouza, mais en zecher, en souvenir de la mezouza, ainsi à côté de la porte. V'amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, on termine avec une autre halakha. Rabbi Yehuda dit Shmuel, mitzvah l'anicha betoch chalalo shel petach. La mitzvah, c'est de poser la mezouza dans le halal, c'est-à-dire dans l'espace, dans le creux de la porte. C'est-à-dire dans l'épaisseur, si on peut dire, de la porte. Ni de l'extérieur, ni de l'intérieur. Shital, dit l'agma, c'est évident. Bisharecha actif. Bisharecha, c'est là où on ferme la porte. Donc si la porte, il y a une épaisseur de la porte, c'est là qu'on pose la mezouza. L'agma répond, Salgad Tachamina, j'aurais pu croire, oui, Vamarava, puisque Rava dit mitzvah l'anicha betefar hasamurush torabim, que la mitzvah c'est de la poser dans un tefar proche du domaine public, c'est-à-dire vers l'extérieur. Rashi nous dit que si l'espace de l'entrée est de 4 ou 5 tfachim, comme des murailles de pierre, c'est vrai que la porte ne prend pas tout cet espace, mais c'est l'entrée. Alors on posera dans le tefar qui est proche du Reshut Arabim. Donc j'aurais pu croire que ma demarchak ma'ale, plus on s'éloigne de la maison, mieux c'est. On pourrait même la mettre à l'extérieur, kamashman que non, il faut le mettre dans l'intérieur de la porte. Alors, nous allons nous arrêter ici à Rabbi Yehuda, terminons sur Merot Halakha Daf Lamedbet. On continue avec Ilchot Mezouza, donc la Lachot, la maison n'a d'obligation de Mezouza que s'il y a un toit, donc la pièce, mais s'il n'y a pas de toit, elle est ptoura de mezouza. Pourquoi ? Puisque seulement une maison où on peut y habiter, une obligation de mezouza, dans une maison où il n'y a pas de toit, on ne peut pas y habiter. Ceci ne s'applique que dans une maison où l'utilisation de cette mezouza, de cette pièce, c'est lorsqu'il y a un toit. Mais lorsqu'il n'y a pas de toit, on ne peut pas l'utiliser. Donc c'est dispensé de mezouza. Mais dans une cour, bien qu'il n'y ait pas de toit, mais puisque les cours sont utilisés même sans toit, et que c'est l'habitude de l'utilisation d'une cour d'utiliser de cette manière, donc il faudra mettre une mezouza. Il y a donc une conséquence, cette halakha, dans les balcons, où la sortie vers ce balcon est des pièces de la maison, et le balcon, s'il n'est pas couvert, donc, est-ce qu'on devra mettre une mezouza ou pas, nous l'avons vu, et nous avons vu déjà plus haut d'Af Yutet, une machlokes dans les poskim, de quel côté de la porte, le balcon, on mettra la mezouza, si en sortant vers le balcon ou en rentrant vers la maison.